faute sur l'antenne. Okay. Monsieur Berlamin, bien. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Dieu fait grâce en tout cas. Vous êtes au cadre de l'AFDC, parti des Bati Lukwebo, un parti d'entrée des jeux qui soulève tension, félicitations, incompréhension. Vous-même au sein de ces partis, comprenez-vous les attaques, les combats qu'on vous mène, que ce soit à l'opposition, même au sein de l'Union sacrée? Nous, en principe, vous savez, Justin, lorsqu'on vous attaque, donc vous êtes visible, donc vous êtes là, n'est-ce pas? C'est pas moi qui ai dit qu'on jette des pierres qu'à un fruit mûr, à une mangue mûre, n'est-ce pas, non? Et donc aussi, si vous mettez, vous prenez l'ampoule, vous les mettez, les lampadaires, vous les mettez sous les poteaux, c'est sûr que tout le monde va regarder. C'est comme ça, nous sommes une lumière. Que ce soit là où nous sommes, et surtout aussi à l'Union sacrée, vous n'allez pas oublier que l'AFDC, c'est la, disons, si l'IDPS est la fille aînée, n'est-ce pas? L'AFDC est le fils aîné, au vrai sens du mot, parce que l'IDPS c'est le chef de l'État. Nous allons dire que c'est le pourvoyeur, c'est lui qui a créé. Donc le chef de l'État est l'IDPS a créé l'Union sacrée, si on peut ainsi dire, n'est-ce pas? C'est une façon d'exprimer. Mais le seul parti, ou la seule autorité, une seule autorité qui a accepté la première personne, donc après avoir accepté d'aller soutenir l'Union sacrée, d'aller soutenir la vision du chef de l'État au sein de l'Union sacrée, c'est Modeste Bati Lukwebo. Et à cela, il doit avoir beaucoup de jaloux, ceux qui n'ont pas fait ce qu'il a fait, ceux qui n'ont pas cette avance-là. Vous savez que lorsque vous êtes fils aîné, ce n'est pas forcément que tous ceux qui viennent après toi vont vouloir que tu puisses être le liquidateur de la famille. Donc, Modeste Bati Lukwebo et son AFDC demeure, en tout cas, cette chance-là pour l'Union sacrée, pour que les autres viennent adhérer. Vous allez vous souvenir qu'au moment où nous étions, que Bati Lukwebo œuvrait pour l'Union sacrée, pour la création de l'Union sacrée, en acceptant l'appel du chef de l'État, les autres étaient encore au FCC, en train d'injurer Tshisekedi, en train de vilipender que l'Union sacrée n'allait arriver nulle part, et que lorsqu'ils ont vu que ça commençait à prendre de l'allure, qu'ils sont venus. Aujourd'hui, on dit, quand je vous ai annoncé, j'ai parlé des controverses, des polémiques. Aujourd'hui, beaucoup vous taxent d'être de frustrés au sein de l'Union sacrée. On dit que l'AFDC n'a pas été content du dernier quota qu'il a réussi lors du partage du gouvernement. Quand vous êtes là, vous êtes un haut cadre. Est-ce que tout ce que nous attendons est vrai? Vous avez la réponse vous-même dans la question, étant donné que lorsque votre parent vous promet, votre père vous dit vous avez 80%, celui qui va avoir au-delà de 80%, n'est-ce pas? Je vais lui acheter une voiture. Vous vous forcez à l'école, vous étudiez, vous ne dormez plus, vous lisez vos notes et vous avez 90%. Au finish, le papa qui avait promis, le père qui avait promis ne donne plus ça, les véhicules qu'il avait promis, mais plutôt donne les véhicules à celui qui a 50%. Et si celui qui avait 80% réclamait son droit, on va dire qu'il était frustré, qu'il était aigri? Non, pas du tout. J'estime que c'est une façon d'exprimer un droit. Vous allez voir que nous avons été amputés dans le de plus de 6 députés à l'époque, après la Cour constitutionnelle. Et que, après avoir récupéré certains d'entre eux, et récupéré ceux qui étaient là où on n'avait pas organisé les élections, l'AFDC a 40 députés nationaux. Il a 13 sénateurs. Il a 94 conseils municipaux et 77 députés provinciaux. Et si vous faites la sommation, l'AFDC est la deuxième force politique après l'UDPS et sa mosaïque. N'est-ce pas? Que voulez-vous? Et ce n'est pas nous qui avons dit que si vous avez 10 députés, vous avez un ministère. C'est les formateurs Kabouya, c'est la première ministre, Mme Soumino, qui avait dit que si vous avez 10 députés, vous avez un ministère. Et faites les calculs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Non, on ne sait pas. Il faut poser la question plutôt à Madame la Première ministre qui a composé le gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des ministres, si je ne me trompe pas. Et des ministres qui n'en sont pas aussi complets, étant donné qu'ils sont des ministres amputés de certaines responsabilités qui existent à l'époque.
Hein? Et donc, je veux dire que, loin de nous estimer ou penser que nous étions aigris, que nous étions frustrés, non pas du tout. Nous sommes en train de réclamer un droit, et un droit se réclame. Si vous ne le réclamez jamais, ça ne vous reviendra pas. Mais où est-ce que vous en êtes avec ces revendications? En tout cas, vous allez voir que tout est parti des provinces, parce qu'au niveau moins de la hiérarchie, au niveau des territoires nationaux, on gérait les choses autrement. Mais lorsque ça commence à prendre la base, c'est là où c'est un peu plus dangereux. Les provinces ont commencé, donc les fédérations, en commençant par la fédération du Sud-Kivu, du Maniema, du Kwilu, après celle de Lualaba a suivi, de Lomami, de Cabinda, toutes les provinces de l'ancien Grand Kasaï, donc tout ça. Et donc, je vais vous dire que toutes les fédérations, nous en avons plus de 29, n'est-ce pas, en province, en plus de ce qui existe ici à Kinshasa, parce qu'on a scindé les 4 fédérations de Kinshasa en 8, bien que ça va revenir encore dans l'ancien schéma. Et donc, nous disons qu'à Kinshasa, le territoire national a pris acte, parce qu'il y en a ceux qui ont demandé qu'on organise un congrès, n'est-ce pas, pour clarifier notre situation au sein de l'Union sacrée. Il y a ceux qui menaçaient de pouvoir quitter, il y a ceux qui disaient non, on doit rester là-bas, mais il faut qu'on nous donne ce qu'on nous doit, n'est-ce pas? Et le chef de l'État n'était pas aussi sourd, donc il doit avoir répondu, il répondra parce que c'est un chef, il doit prendre toutes les précautions pour que la réponse qu'on nous donne ne puisse pas aussi frustrer d'autres personnes, et donc tout ça. Mais c'était en tout cas, c'est un droit le plus légitime de pouvoir revendiquer un droit qui devait être acquis bien avant. Mais beaucoup dans l'opinion disent que l'attitude de l'AFDC et de Bahati étonne un peu. Quand il était au FCC, Bahati, en la moindre frustration, il avait claqué la porte, il s'est prononcé. Mais depuis qu'il est dans l'Union sacrée, il subit pas mal de coups, mais il est docile. Qu'est-ce qui se passe? Donc, vous voudriez qu'il puisse claquer la porte? Non, on compare Bahati, je vais vous dire les choses, je vais vous clarifier la situation. Bahati n'avait jamais claqué la porte du FCC. Il a quitté le FCC. Le FCC a chassé Bahati Lukwebo au sein, n'est-ce pas, à son sein, n'est-ce pas, en estimant qu'il aurait réclamé ce que nous réclamons aujourd'hui. Donc, ça dit vous réclamez un droit. On vous a promis un droit qu'on ne vous donne pas. Vous voulez qu'on ne puisse pas revendiquer? Vous voulez qu'il puisse se faire quoi? Qu'il ne puisse pas parler? Et surtout, ce n'est pas lui qui a parlé. Vous l'avez déjà entendu? J'ai même entendu quelqu'un, un journaliste qui ne connaît presque rien, crier en plein goncier en disant que Modeste Bahati Lukwebo aurait écrit une déclaration pour les fédérations. Non. La situation a commencé à dégénérer lorsque nous avons une réunion de fédérations à Kinshasa, des fédéraux, présidents fédéraux. Et l'un d'eux a posé le problème. Il a dit en tout cas, moi je vais déclarer. Nous l'avons menacé. Si vous osez déclarer, on va vous sanctionner. Il est parti faire sa déclaration. Et ça a pris. Et ça a pris l'allure. Lorsque ça prend l'allure, ça commence à Bukavu, ça prend Maniema, ça prend Kwilu, ça prend Kasaï, ça prend Katanga. Et c'est seulement Kinshasa qui n'a pas encore déclaré. Et lorsque Kinshasa va déclarer, ça sera comment? Je crois que Kinshasa prépare presque au-delà de la déclaration. Vous comprenez? Parce que si vous vous taisez, on va faire que vous vous complaisez de la situation dans laquelle vous êtes. Donc vous préparez les revendications. Le malaise était profond. Non, le malaise était profond. Il fallait qu'on puisse en tout cas le dissiper. Et avec cette déclaration. Qu'est-ce que vous voulez que la base fasse? Casser les histoires d'autrui? Casser ce qu'il a conçu? Pas du tout. Ils ont proposé, ils ont dit, en tout cas, on ne va pas accepter qu'on puisse subir comme ça et qu'on puisse avoir ce qu'on nous a promis. Et promis, la promesse, vous avez dit que 10 députés, un ministère. C'est vous qui avez dit ça. Et pourquoi nous allons aux élections? S'il ne faut pas qu'il faut qu'on puisse aller aux élections et qu'à la fin, vous ne souhaitez pas ce que vous avez promis aux élections. Parce que c'est l'élection qui établit les pas politiques. N'est-ce pas? J'estime que si les pas politiques n'existaient pas, on n'irait pas aux élections. On laisserait, on dit, je sais que tu deviens ministre de ceci. Donc, non, je finis. Pour vous, c'est une manière de vous décourager. Je finis, non. De décourager les gens qui il y a beaucoup amassent beaucoup de voix. Il y a beaucoup, je vous dis qu'il y a beaucoup de Tshisekedi à côté de Tshisekedi. Comment ça? Je vous dis, Félix Tshisekedi a beaucoup d'ennemis à côté de lui. Ceux qui vont dire, par exemple, ceux qui ne voudraient pas que l'AFDC, je ne parle pas de Bahati Lukwebo, que l'AFDC soit satisfaite, n'est-ce pas, comme parti politique, comme alliance, qu'on ne puisse pas satisfaire l'AFDCA, ce sont les ennemis de Tshisekedi. Ils pensaient que non, l'AFDC va se fâcher et quitter l'Union sacrée pour pouvoir avoir la deuxième force politique, peut-être. Et ceux qui sont à côté, et les chefs, vous savez que lorsqu'on lui amène un gouvernement, il peut ne pas avoir le temps de pouvoir scruter en celui qui il estime qu'il y avait des travaux
qui ont été faits en amont, notamment l'informateur, la mission d'information, n'est-ce pas, à laquelle on a renouvelé une fois les faits de pouvoir composer même le gouvernement, donc être formateur, n'est-ce pas. Et à la fin, il y a une première ministre qui a été nommée. Et la première ministre aussi a reçu les règlements politiques, il a su les pas de tout un chacun. Et dans sa bouche, il a réitéré ce que l'informateur avait déjà dit, qu'un ministère, n'est-ce pas, valait 10 députés. Vous en avez 10. Vous connaissez bien les calculs, non? Divisez 40 par 4, vous avez 10 et 4. À la limite, on devait nous donner 4 ministères, n'est-ce pas? Et même avec 2 vice-ministères au résu. D'accord. Mais on ne l'a pas fait. Maintenant, on attend faire quoi? Mais vous allez voir quelqu'un qui n'a même pas 5 députés, on lui donne combien? On lui donne un grand ministère, un ministère d'État. Vous estimez, vous en doutez, nous sommes devenus une force politique, on n'a même pas la vice-primature, on n'a aucun ministre d'État, n'est-ce pas? On nous donne 2 ministères, vous les connaissez? Le ministère de la formation professionnelle, qui a toujours été en éternel conflit avec le ministère du Travail et le ministère de... Je crois il y a un autre ministère avec lequel... formation professionnelle, ça a toujours été en conflit avec le ministère du Travail, non? N'est-ce pas? Et puis le ministère de l'Emploi et Travail. Depuis que vous êtes né, avez-vous déjà entendu cette appellation? Moi, je suis ici au Congo, c'est toujours le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, ETPS, n'est-ce pas, non? Mais aussitôt, lorsque c'est Bati qui vient là-bas, on dit non, c'est comme c'est Bati qui devait proposer quelqu'un, on dit non, puf, on coupe la sève, n'est-ce pas, la sève alimentaire, n'est-ce pas, de ces ministères-là, on coupe, n'est-ce pas. Je pense même, si on avait fait par exemple le ministère de la Prévoyance comme un ministère à part entière, ça va. Mais lorsqu'on fait un ministère qu'on doit annexer au ministère de la Prévoyance sociale, donc plutôt au ministère de la Santé, ça pose un peu problème de fonctionnement. Moi, je suis du domaine, je connais ce domaine, ce n'est pas l'objet de... Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que toutes ces subterfuges, tous ces complots, est-ce qu'on peut dire que Bahati Lukwebo ne pèse plus? Parce que comment tout ce qu'on fait contre lui, même les injustices aussi flagrantes, parlant de 10 députés pour un ministère, ça passe comme une lettre à la poste, alors qu'à côté là-bas, il y a Jean-Pierre Bemba on peut dire qu'on ne roule pratiquement pas. Non, je ne peux pas vous laisser terminer ça. Cela prouve à suffisance que Bahati Lukwebo pèse. Quelqu'un a vu des ministères. Oui, qu'on en pèse. Vous savez, s'il ne pesait pas, on ne lui ferait pas tout ce qu'on lui fait. Ce n'est pas seulement on a peur de lui. Vous avez entendu les débats qui étaient avant les élections de 2023. Bahati Lukwebo sera candidat président de la République. Il fallait qu'on puisse lui amputer beaucoup d'histoires. Il fallait qu'on lui épargne les juges constitutionnels. Il fallait qu'on lui retire le ministère de l'économie en invexant Kalumba. Il fallait qu'on lui fasse ceci ou cela. Il ne fallait pas qu'on lui donne le mandataire. Il va être candidat président de la République. Il a toujours clamé. Ça a commencé au niveau du FCC. Il sera candidat. Il n'a jamais devenu candidat de la République, président de la République. Peut-être vous lui envoyez la faire ça. Parce que vous savez que s'il postulait, il va l'emporter haut les mains. Au regard d'un parti politique bien implanté. Je vous remets à défi qu'aucun parti politique n'est bien installé sur toute l'étendue de la République comme l'AFDC. Aucun. Même pas l'UDPS. C'est peut-être cette arrogance, hein? Non. Les autres, vous avez déjà voyagé. Et vous avez même des témoignages. Vous avez par exemple les déclarations. Combien de déclarations ont déclaré la fois passée? Et si jamais on disait que non, qu'on organise des marches partout, parce que c'est l'État peut-être qu'on va suivre la fois prochaine, qu'on nous autorise de faire des marches, même si on n'autorise pas, c'est le régime d'information par l'article 26 de la Constitution. N'est-ce pas? Vous savez que si jamais l'AFDC organisait des marches partout, ça ne va pas paralyser tout le pays. Et c'est ce que vous voulez qu'on fasse faire? Non. Bahati Lukwebo pèse énormément. Et soit d'ailleurs on nous fait des combats inutiles pour tenter de l'affaiblir. Mais il est imperturbable. Il est sorti, en tout cas un peu tête haute au niveau du FCC lorsqu'ils ont fait un communiqué bidon pour les chasser en disant qu'ils puissent créer un autre leadership qui va représenter l'AFDC au sein du FCC et on avait refusé. D'accord. Bahati Lukwebo est resté avec nous et nous sommes restés avec lui fidèles, n'est-ce pas? Mais comment justifiez-vous, parce que ceux qui disent que Bahati ne pèse plus... Non, personne ne le dit, c'est vous qui le dites. Vous l'avez supposé, c'était une hypothèse que vous avez posée. Il ne faut pas dire que personne ne l'a dit parce qu'ils savent qu'il pèse sérieusement énormément. Alors même dans ce qui est... Même s'il a 0 ministère, il ne va pas manquer. Il a toujours ses 40 députés nationaux, 77 provinciaux, 94 municipaux, 13 sénateurs. D'accord. Beaucoup s'étonnent de l'attitude de Bahati Lukwebo. Notamment vous, journalistes. Je relève une certaine opinion.
Comment est-ce que Bahati Lukwebo peut arriver, il a dirigé les Sénats, le législature passé, revenir comme deuxième vice-président? Beaucoup disent qu'il s'est rabaissé. Comment appréciez-vous cette critique? Je connais, vous connaissez, je vais vous donner une anecdote, un exemple pour l'équipe de Vita. Vous connaissez Raoul Chungu, c'est un coach de Vita. Après, à l'arrivée de Jean-Florent Ibenge, on lui a dit de retourner un peu par humilité, second. Ibenge a pris, Ibenge est parti. Et il est revenu, n'est-ce pas? Et après, on amène Abdeslam, le Marocain, et lui, encore une fois, il replie un peu, il joue les rôles stratégiques, n'est-ce pas, de coach. Le vrai coach, c'est celui-là. Ah bon? Il ne faut pas voir celui qui vient, parce que lui connaît l'équipe, connaît les dirigeants, connaît l'historique, connaît tout. C'est lui qui coach, effectivement. Vous pensez que Maurice Bahati Lukwebo, lorsqu'il est deuxième vice-président, ne va pas jouer un rôle? Parce que surtout que toutes les plénières se préparent, non? Même si on était n'importe qui à la tête, s'il y a Bahati dans ces bureaux-là, ça va être toujours réussi, ça va être une réussite totale. Est-ce qu'il ne devait pas être plutôt chef d'institution, chef de corps? Je ne sais pas, il le mérite assez bien. Mais comme vous avez dit qu'il est toujours marginalisé, qu'il est toujours attaqué, il va accepter d'être là pour jouer ce rôle-là, parce qu'il veut servir la République et non servir les individus. Mais beaucoup voient, par cette attitude, ils ont vu ça avec Mbosso, on les compare avec Mbosso. C'est comme si la vieille génération veut s'accrocher. Non, il ne peut pas envoyer quelqu'un d'autre. Nullement. Je peux vous dire que vous connaissez ce que je suis pour Modeste Bahati Lukwebo. Je suis pratiquement son fils politique. En tout cas, un conseiller politique. Il a accepté volontiers d'être à ce poste-là pour servir. Il y a une certaine opinion qui estimait qu'il ne devait pas être là. Beaucoup, moi j'étais parmi ceux qui disaient qu'il soit là pour, en tout cas, coacher, aider les chefs de l'État à subvenir tout ça. Parce que c'est vrai que ceux qui ne voient pas bien peuvent dire non, pas lui. Mais j'estime que ça devait être lui là-bas, à la tête de deux institutions. Mais ce qu'on lui a proposé, on lui a demandé avec l'existence de pouvoir être là. Et ça a commencé, la mayonnaise a commencé à prendre, il est devenu, il est venu là. Vous connaissez le rôle des vice-présidents, que ce soit à la chambre basse ou à la chambre haute. C'est celui qui prend, en tout cas, les sociales en charge, n'est-ce pas? Les sociales de tous les sénateurs. Il va, en tout cas, s'occuper de ses pairs, n'est-ce pas? Vous comprenez ces rôles-là. En tout cas, celui des serviteurs. Il va servir ses pairs. D'accord. Parlons un peu de l'actualité, parce que vous êtes au cadre de l'AFDC. On vous attend vraiment plus ces derniers temps sur l'actualité, mais puisque vous êtes là, parlons-en. Aujourd'hui, au pays, il y a l'épineuse question de criminalité urbaine, comme on dit, avec le phénomène force du progrès. Je ne sais pas si vous êtes aussi l'un de ces victimes, ou vous connaissez quand même des victimes. Du moins, ils viennent d'attaquer la résidence de l'ancien chef de l'État. Il y a même un procès en flagrance. Dans ces types de banditisme urbain, ou bien par rapport à ces mouvements des jeunes du parti présidentiel, que dit Bellarmé Biamou? En tout cas, moi je suis un leader d'opinion, et sur ce, je dois te dire que déjà, un dossier qui est en justice, pourquoi vous voulez qu'on puisse encore ergoter dessus? Parce que nous savons que la justice va établir les responsabilités. Mais étant leader d'opinion, n'est-ce pas, je dois te dire que moi-même, je suis aussi président ou initiateur des grands mouvements sociopolitiques qui s'appelle GEBAD. GEBAD, c'est la génération des Bahathistes pour la démocratie. Un mouvement qui a commencé il y a une année passée, donc le 6 août, n'est-ce pas, nous allons... C'est aujourd'hui, effectivement, c'est l'anniversaire de la sortie officielle de la GEBAD, qui avait eu sa sortie officielle à Kasavubu. Vos jeunes sont calmes. Tout à fait, vous l'avez jamais vu. En tout cas, ils ont failli toucher un autre cas de la presse. J'avais dit non, il ne faut pas, c'est Mbata. J'avais dit non, c'est moi qui ai calmé. Et même Mbata n'a pas su que c'était moi qui avais calmé la situation. Il n'avait pas digéré de voir Mbata pour avoir dit qu'il allait faire mal au niveau de l'AFDC très mal et que le voir dans une messe où Bahati Lukwebo était l'organisateur, n'est-ce pas? On a dit vouloir attaquer, j'ai dit calmer les amis, tout. Et donc, parce que nous estimons qu'il y a une autre façon d'exprimer son mécontentement. Pas par la force, pas par les biceps, mais plus par l'intelligence. Et la GEBAD, la génération des Bahathistes pour la démocratie, sait bien le faire, n'est-ce pas? Vous allez le voir un peu dans les médias, exprimer cela. Et lorsque ça ne va pas, ils écrivent en mettant ensemble tous les avocats de la génération des Bahathistes pour la démocratie de la GEBAD pour écrire lorsqu'il y a un problème. Ils écrivent, ils font des mémos et ils s'expriment pas des mémos au chef de l'État, à tout le monde. Moi, je finis. Et donc,
je vais estimer que cela est condamnable pour autant qu'on puisse dire, parce que la jeunesse devrait être l'avenir de demain, les leviers sur lesquels on doit s'appuyer pour bâtir un pays. Vous comprenez? Et donc, moi-même là, si jamais je dois... Mais aussi, il y a un problème qui est criant, c'est... Ils sont désœuvrés, n'est-ce pas? Ils sont chômeurs, ils sont à la maison, ils sont inencadrés. Ça, c'est justifier les mal. Non, je ne dis pas, sont des chômeurs, mais pas ça. Vous savez que j'ai nuancé en disant ceci. Vous savez que lorsque je vous ai donné mon exemple, même votre exemple, vous n'avez pas le temps d'aller faire ce genre de comportement, parce que vous êtes occupé ici, n'est-ce pas? Et vous quittez le travail ici, vous arrivez à la maison, vous êtes fatigué, même si vous étiez drogué, vous allez dormir. Vous n'allez pas faire n'importe quoi. Et donc, c'est aussi de la responsabilité de l'État de pouvoir encadrer ces gens. Vous connaissez pas ce que c'est, ça s'apparente au Koulouna. Or, vous savez ce que le Koulouna fait au quartier. Mais c'est d'abord la responsabilité de l'IDPS. Comment est-ce que vous... Non, l'IDPS, effectivement, c'est une jeunesse d'un parti politique. L'IDPS, c'est un parti politique de l'État, un parti politique du pays, n'est-ce pas? Vous savez qu'entre autres aussi missions d'un parti politique, c'est l'éducation des masses, non? Justement, c'est pourquoi j'ai dit... Vous avez éduqué le masse. C'est ça que je vous dis. Vous avez éduqué le masse. Mais lorsque cette masse-là n'est pas occupée à vrai juste, à sa vraie valeur, au vrai juste, vrai titre, n'est-ce pas? Ça va continuer à déborder. Et vous savez aussi, avec l'éducation, avec ces gens d'attroupements qui sont la plupart des fois des personnes qui ont peut-être un peu pris quelque chose qui dérange la tête, n'est-ce pas? Vous comprenez. Mais moi, j'ai dit ceci. À côté, en nuançant, j'ai dit ceci. Moi, j'ai tout un groupe aussi costaud. On a compris. La GEBAD. Mais qui ne fait pas ce genre de comportement. Vous invitez les forces du progrès à adopter les comportements de la GEBAD. Parce que la GEBAD ne fait pas tout ça. Mais aussi en appelant l'État du pays, l'État, voulais-je dire, en disant que l'État aussi peut se réveiller, en prenant sa mission en charge et la mission d'encadrement de la population, de la jeunesse. D'accord. De l'occuper surtout. Puisque vous êtes occupé, vous n'allez pas faire ce genre de comportement. D'accord. Bellarmé Biamungu, là, restons d'abord... Et surtout que beaucoup d'entre eux, il me semble, sont des infiltrés. Les infiltrés? Et oui, il semble, j'avais suivi le CG Kaboué qui avait, en tout cas, nié, ne connaissait pas un grand nombre de ces gens-là. Mais est-ce que vous savez que le chef de cette bande a fait une vidéo? Lui, au moins, il est connu. Le chef de la bande, il a fait une... C'est ce que j'ai dit, lorsque ce n'est pas d'infiltration. C'est-à-dire que nous, les groupes existent. Les groupes existent. Mais qu'il y ait quelqu'un. Je l'ai suivi dans son procès. Il a dit ceci, il avait amené une cinquantaine. Mais il s'est retrouvé avec plus de 100. Donc il y a des personnes qui ne maîtrisaient pas. Pourquoi il ne les avait pas chassés? Je ne suis pas en train de le défendre, parce que je condamne l'acte. D'accord. Je condamne l'acte, n'est-ce pas? Et je demande encore une fois que l'État puisse ne pas pleurnicher, prendre ses responsabilités. Notamment en faisant ces genres de procès, pour établir les responsabilités. Et c'est tout. D'accord. Un mot, puisque restons d'abord dans les méfaits qu'ils ont commis chez l'ancien chef de l'État. Et pourquoi vous voulez vous éterniser sur un dossier qui est déjà en justice? Non, parce qu'il y a un deuxième aspect, l'aspect de l'ancienne première dame, Marie-Olive, qui a traité la plupart de la classe politique dont vous êtes, d'être des gens fabriqués par son mari. Certains d'entre vous de la classe politique, vous ne saviez pas porter des vestes. Non, moi je dois être honnête en disant ceci. Je ne vais pas condamner Marie-Olive. D'abord, elle a parlé sur l'émotion, n'est-ce pas? Et deuxièmement, dans la vie, moi j'ai fait aussi la philosophie, au-delà du droit et de l'informatique, n'est-ce pas? J'ai fait la philosophie au début, je suis licencié aussi en philosophie. On dit ceci: personne ne peut croire avoir réussi sa vie sans être aidé par une personne. Et nous, en disant, il faut s'appuyer sur les épaules des géants pour devenir géant. Et donc, son mari aussi, ou elle-même aussi, ils doivent avoir passé par quelqu'un pour arriver où ils sont aujourd'hui. Et donc, tout ce qui est passé par eux n'est pas forcément une erreur. C'est pas forcément une erreur. Et donc, quelqu'un passe toujours par quelqu'un pour arriver là où il est. Vous vous sentez un peu piqué parce que Bahati aussi est passé par là. Non, Bahati a eu l'argent avant Kabila. Et il portait déjà des vestes avant Joseph. Bahati a eu l'argent, donc Kabila est venu à Kinshasa. Je ne veux pas que tu m'amènes dans ce débat, je l'ai refusé, mais je te réponds que Bahati Lukwebo, Kabila est venu au pouvoir, Bahati est déjà devenu plus de 3 fois ministre, directeur à la Banque agricole, n'est-ce pas, à l'époque. Donc il avait déjà des maisons, il avait déjà tout ce qu'il faut, avant que, en 2004, que Kabila n'arrive au pouvoir. Donc ces pics ne vous étaient pas adressés? Ça a été adressé à d'autres personnes? Non, vous savez que lorsque on est sous émotion,
hein, on peut sortir n'importe quelle parole. Et lorsqu'on prend du temps pour réfléchir, et d'autres paroles arriveraient aussi. Terminons cet entretien par ce qui s'est passé pratiquement le début de la semaine, les procès de Corneille Nangaa, chef de la rébellion. Vous avez parlé ici, on vous entend parler, vous êtes juriste de formation, je pense. Tout à fait. D'abord une réaction, avant d'entrer dans les détails de ces procès. Pour vous, Congolais, membre d'un parti politique, juriste, comment avez-vous apprécié le fait que l'État ait organisé ces procès contre Corneille Nangaa et sa bande? En fait, c'est une procédure qu'on appellerait pédagogique. N'est-ce pas? On sait que Nangaa n'est pas ici. On sait qu'on ne saura jamais lancer un mandat d'arrêt international contre lui. Et même si on le lançait avec ces traîtres de la communauté internationale, on risque de ne pas nous l'arrêter pour l'amener ici. Mais il faut que déjà le pays sache que ce qu'il fait n'est pas normal. Parce que si on n'organisait pas ces procès-là, c'est comme si nous avons cautionné ce qu'il fait. Que là où il est, l'enfant qui naît, c'est lui qui grandit. Qu'on sache en tout cas que celui-ci c'est devenu une personne non grata. N'est-ce pas? Une personne indésirable à Kinshasa est comme si tout est tendu. Et un jour, Dieu nous donnera peut-être la grâce de pouvoir l'arrêter là où il est. C'est comme ça. Et donc le procès a ce caractère-là. C'est cela pédagogique. Non, parce que je vous ai expliqué, non. Je vous dis c'est un caractère, en tout cas montrer que non, les messieurs, si on n'avait pas ouvert ce procès, et donc l'État n'aurait rien fait. Donc ça dit que l'État cautionne ce qu'il fait, non? Par quelle manière l'État allait montrer au monde entier et à tous les Congolais qu'il était en désaccord avec ce que fait Nangaa souterrain? C'est à organiser un procès et les condamner, bien qu'il ne soit pas présent. D'accord. Bien que, voilà, vous venez d'élucider l'aspect, parce que beaucoup disent que ça sert à quoi, on l'a pas arrêté. On compte ça beaucoup de sens en tout cas. C'est une distraction. Parce que même ceux qui sont payés, ils paient là où il est, il peut par exemple dire aux gens, vous voyez, je suis en connivence avec par exemple le Kinshasa, regardez qu'ils n'ont rien dit, n'est-ce pas? Parce que les seuls communiqués dans la presse ne suffisent pas. Il fallait qu'il y ait un procès dans lequel on va le juger avec ses compères, n'est-ce pas, ses complices, pour que tous les pays tout entiers sachent qu'il y a ça aussi. Même, vous savez qu'il y a même, c'est aussi plus important, lorsque par exemple on arrivait, si jamais on arrivait à faire des négociations avec le Rwanda, parce que déjà l'État dit qu'il était formel quant aux négociations avec le M23, n'est-ce pas? Même peut-être avec le Rwanda, pas avec Kagame, parce que c'est Kagame qui est derrière qui pousse le M23. Vous comprenez? Et donc, même si on faisait par exemple une réconciliation, un dialogue de pourparlers, Nangaa sera déjà comme un condamné. Il ne passera jamais aux discussions. Mais il risque d'être amnistié, nous connaissons comment ça se passe. C'est ce que je dis effectivement. Donc avant, ça sera une condition. Vous comprenez qu'avant de négocier d'abord ce qu'il va négocier, il devra d'abord négocier sa liberté. Vous comprenez? C'est très différent. Donc ça dit que nous, ça a vraiment une importance capitale, ce procès qui est organisé. Finissons vraiment avec les commémorations du génocide congolais, Génocoste, vous avez suivi, ça s'est passé à Kisangani, plusieurs morts, des millions d'ailleurs, et aujourd'hui beaucoup se demandent, au-delà de la commémoration, que doit faire les Congos, que doit faire le gouvernement congolais, que propose l'AFDC, que propose Bellarmé Biamungu, toutes ces morts 5 millions après. Doit-on toujours organiser des cérémonies, donner un peu de l'argent, parce que j'ai vu aussi on a commencé à indemniser les victimes. Que doit-on finalement faire? Et pas déclarer la guerre totale au Rwanda, comme disent certains? La guerre au Rwanda ne va pas indemniser les victimes en tout cas. Vous savez que tout commence par un pas. Même les voyages de 1000 pas commencent par un pas. Vous comprenez? Et donc, même la commémoration, c'est déjà un pas. Peut-être demain, ça sera la déclaration d'une journée fériée, n'est-ce pas? Sur toute l'étendue. Peut-être ça sera encore une fois une journée, ceci ou cela. Mais la commémoration, c'est déjà un pas vers l'avant. Pour pouvoir en tout cas ne pas oublier tout ce qui s'est passé pendant plus de 6 jours à Kisangani. Il n'y a pas à Kisangani, c'est toute l'étendue de la République. À Bukavu, à Goma, à Ituri là-bas, tout est alarmant. En tout cas, c'est alarmant. Et donc, il y a un début. Comme ça a commencé à commémorer comme ça, ça va venir, ça va commencer à rappeler. Vous savez que nous étions même, on avait même déjà amené ces pays en justice et nous avons même gagné un procès contre l'Ouganda. Et l'Ouganda, je crois, doit nous avoir indemnisé ou essommé à indemniser. N'est-ce pas? Vous comprenez? Et ça va venir. Ils ont déjà payé quelque chose. C'est déjà bon. Nous avons fait des mandats
d'arrêt contre on avait proposé des mandats d'arrêt contre les Bosco Taganda, vous connaissez là où il est, les Nkunda Batouare et les autres. Et un jour, ça va arriver peut-être pour Nanga et ses complices. D'accord. Donc, c'est déjà là, il faut décourager, parce qu'il y avait déjà un engouement ici à Kinshasa, des gens qui se rendaient en masse vers... qui rejoignaient vers Rutshuru, là-bas pour rejoindre Bunagana, pour rejoindre Nanga. Moi, je condamne ça, vous savez. Donc, il fallait en tout cas qu'on mette fin à cette hémorragie. Et que celui qui est ici, qui croit qu'il va aller se déplacer pour aller suivre le Nanga, il sache qu'il va subir le même sort comme Nanga aussi. Mais beaucoup disent qu'il n'y a pas seulement les étrangers qui avaient tué à Kisangani, il y avait des chefs rebelles aussi, des complices qui sont aujourd'hui dans les institutions. Ils demandent qu'on les arrête. On a vu plusieurs photos des gens, même les noms. Vous partagez ces thèses ou bien vous demandez le pardon pour tous ces chefs rebelles? Vous vous rappelez que même la Cour pénale internationale, vous savez que la Cour pénale internationale n'a pas jugé les faits commis avant sa création. C'est après. C'est comme ça que finalement, vous allez voir par exemple tous les leaders du RCD, n'est-ce pas, du MRC, RCD-KML, RCD-L de Roger Lumbala, tous ont pratiquement eu une amnistie. Ils ont été pardonnés d'époque là. Vous comprenez? Et donc, même si on disait, parce qu'on disait dans les médias, pourquoi on n'a pas arrêté Azarias Roubaix, pourquoi on n'a pas arrêté Bemba, pourquoi on n'a pas arrêté tel? C'est parce qu'à la création, à la signature du traité de Rome, n'est-ce pas, tous les faits commis avant, c'était une attente entre les partis, pour qu'on puisse, parce qu'on n'avait pas aussi arrêté tout le monde. Finalement, il n'y aurait pas de paix. Vous comprenez? Et donc, tout a été, en tout cas, effacé. Et ce qui s'est commis un peu après, c'est cela. Et je suis dans cette logique-là. Tout ce qui a été, tout ce monde-là qui a été amnistié, a été amnistié. D'accord. Bellarmin Biamungu, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.